Bonjour, je suis Sabrina de la chaîne littéraire Saban Live. Aujourd'hui, on plonge dans Morgane, Reine des Brumes de Mireille Calmel chez XO Éditions. Un roman qui réveille la matière arthurienne comme une saga d'heroic fantasy. Corrigan, fée, magie blanche, magie noire et une Morgane qui n'a rien de la sorcière caricaturale qu'on nous sert depuis des siècles. Et si cette légende revisitée nous parlait aussi de notre époque, de la montée des régimes autoritaires, de la manipulation des peurs et de la place qu'on laisse, ou pas, aux femmes dans nos récits fondateurs. On en parle, extrait à l'appui, et sans oublier quelques insultes médiévales délicieusement fleuries. Bougre d'idiot de corne-cul, corne-poisse, que bâton bossu me botte le cul. Bref, on va se faire plaisir. Avant d'entrer dans l'analyse, j'aimerais qu'on commence par le début, parce que tout est déjà là dès les premières lignes. L'atmosphère, la brume, la tension, et cette façon qu'a l'autrice de nous attraper sans prévenir. Alors, je vous lis l'ouverture du roman, ça pose le décor, ça donne le ton, et ça montre pourquoi j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. 11 jours avant Beltaine. Armorique, île d'Aval. Qu'ai-je fait cette fois? Claqua comme un coup de tonnerre la voix de Morgane, tandis que se rabattait sur elle la tenture de cuir de la hutte de Viviane. La grande prêtresse suspendit son geste au-dessus du petit mortier de pierre brute dans lequel elle achevait de broyer du gui sacré. Elle posa sur Morgane ce regard de tendresse matinée de tristesse que l'apprenti exécrait par-dessus tout. D'aussi loin que remontaient ses souvenirs, le gris d'ardoise de ses prunelles l'avait bercé d'autant d'affection et de patience que de jugement et de désespérance. Elle en avait assez. Elle planta les poings sur ses hanches et se dressa devant la grande prêtresse, ne laissant entre elles que cette table de granit chaleureusement délignée par le rai de soleil traversant l'une des fenêtres de branchage. Un soupir souleva la maigre poitrine de Viviane. « Faut-il que nous en reparlions ?» Morgane croisa les bras sur sa cotte de lin, le front ceint d'une ride contrariée. Elle venait d'avoir 13 ans, et à l'approche des fêtes rituelles de Beltaine, qui marquaient le renouveau du printemps, elle s'attendait fermement à recevoir sa consécration. Or, elle venait d'apprendre qu'une autre, plus jeune et moins douée qu'elle dans la pratique de la magie, comme dans l'exercice du savoir druidique, avait été désignée par les prêtresses du Conseil des sages pour accéder au dernier niveau de leur formation. Une autre qui s'ajoutait à la liste de celles qui, ces 3 dernières années, avaient été choisies à sa place et à son sens, sans réelle justification. « Tu n'es pas prête, Morgane, » lui affirma Viviane devant son air buté. De la colère embrasa l'œil couleur de mousse de Morgane. Avec ses lèvres pulpeuses et naturellement carminées, la pâleur presque surnaturelle de son teint, la blondeur des plis de ses cheveux bouclés, ses cils interminables et ses sourcils épais, bien que parfaitement dessinés, tout en elle dégageait la puissance de cette minéralité habillée de lichen, de forêt et de brume que l'île d'Aval exhalait. Elle ne se sentait pas seulement habitée par cette terre cernée par les flots. Elle la respirait dans son entier. De chacun de ces arbres centenaires aux parcelles cultivées et à la source qu'elle abritait. Elle ne faisait qu'un avec sa magie, elle le savait. Cela ne lui sembla que plus injuste. Son menton trembla de frustration et de rancœur. « C'est faux, personne ne l'est plus que moi, et certainement pas Amalia. Elle n'a même pas été capable de repousser le sortilège du bâton fou hier. » Pour elle, l'ironie suprême. C'était un sort qu'elle maîtrisait depuis ses 5 ans. Il suffisait d'exercer sa volonté sur le bois enchanté pour le rendre docile. Viviane posa ses phalanges de chaque côté du petit mortier et se pencha vers elle par-dessus son établi de pierre. « Voilà exactement de quoi je veux parler. » L'apprenti se braqua aussitôt. « Ce n'est pas de la jalousie. Je suis meilleure qu'elle, meilleure que toutes les disciples, et ce depuis plusieurs années. Personne ne le conteste. » « C'est vrai, soupira Viviane en se redressant de nouveau. Tu es la meilleure dans tous les domaines pratiques. Mais la pire dans le contrôle de tes émotions, de ce caractère entier,
indépendant et égoïste dont tu ne parviens à te défaire. Te permettre d'accéder au pouvoir et à la connaissance qu'ouvre le niveau supérieur ne serait pas judicieux. Travaille sur toi. Deviens celle dont je sens la puissance et la grandeur, et nous en reparlerons. Alors c'est non, grommela Morgane. De nouveau, un profond soupir ébranla Viviane. Commence par te réjouir pour Amalia, dont l'âme, généreuse et altruiste malgré ses maladresses, promet une communion parfaite avec la lune mère lorsque celle-ci sera pleine. Et joins-toi aux autres avec joie pour préparer la fête. Ce sera un progrès non négligeable. Morgane serra les poings, mais baissa le front en signe de soumission avant de tourner les talons. Viviane, déjà, était retournée à son pilon. Les traits irisés par le halo de lumière, mais l'âme aussi tourmentée que l'était celle de Morgane, aux sorties de la hutte. L'espace d'un instant, l'éclat du soleil avait faibli dans l'unique pièce circulaire composée d'un entrelac de branches, de paille et de tourbe. Trop brièvement pour qu'une autre qu'elle ne s'en inquiète, tant les vapeurs, sur aval, allaient et venaient au gré des vents de mer. Pourtant, Viviane l'avait senti. Ce n'était pas le cœur du Nempton qui s'était assombri, mais celui de Morgane, avec toutes les conséquences qu'elle se refusait encore, malgré les avertissements répétés de l'aïeul aux blanches mains, à regarder en face et à accepter. Après avoir caressé la crête des vagues et la frange découpée de l'île, la brise marine portait les embruns jusqu'à la clairière qui abritait le village. Morgane aimait humer cet air iodé à plein poumon quand elle était en colère. Sa manière à elle de fusionner avec la nature qui l'entourait. Ne faire plus qu'un avec les 4 éléments. L'air, le feu, la terre, l'eau. Elle y parvenait d'ordinaire. Bien vite, elle recouvrait son calme et pour se faire pardonner, se mettait à serpenter entre les huttes qui encerclaient le puits en ânonnant une invocation à Bélénos et à la lune mère. Elle la répétait plusieurs fois. Puis, remontant entre 2 chaînes, elle englobait du regard la vingtaine d'âmes qui se mouvaient aux tâches quotidiennes, s'efforçant de mesurer sa chance. Car la communauté d'Aval n'était pas une parmi tant d'autres blotties à l'ombre des ermitages qui s'établissaient peu à peu sur le continent depuis que les Romains l'avaient déserté. Pas l'une non plus de celles qui maintenaient les anciennes traditions, perpétuaient le savoir druidique à l'abri d'arbres centenaires. Les druidesses d'Aval étaient uniques. Elles vivaient à l'écart du reste du monde. À l'écart de la cupidité des hommes, de leur violence, de leur bassesse. Au moindre danger, grâce à la puissance de la magie distillée par les dames du Conseil des Sages, l'île tout entière disparaissait dans un brouillard épais, à l'inverse de ses sœurs voisines. Et la jetée naturelle qui, à marée basse, la reliait à la terre ferme, s'effaçait profondément sous les flots. Nul ne pouvait alors soupçonner l'existence de ce sanctuaire, et ceux qui le connaissaient se taisaient, par respect pour cette magie autant que par crainte. Aval était devenu un lieu sacré, à la fois source et lien direct entre la pureté de l'âme, la puissance du terrestre et celle, infinie, du céleste. Y être amené, accepté, formé, était un privilège rare. Jamais le fruit du hasard. Les druidesses d'Aval, choisies parmi les lignées des anciennes, recevaient parfois de nouvelles disciples au gré des signes, des saisons ou des songes de l'une des ovates, appelée avec tendresse et respect l'aïeul aux blanches mains. Âge, conditions, lieu de naissance ou de vie, les futures prêtresses n'avaient rien en commun, de sorte que leur apprentissage pouvait prendre de multiples formes et durer. Quant à leur passage au niveau supérieur, celui qui permettait de quitter l'île et d'aller répandre sa bienveillance sur les chemins, c'était toujours Viviane qui le décidait. Parfois même, comme pouvait une fois de plus le constater Morgane, en toute subjectivité. L'apprenti resta quelques minutes devant le seuil de la hutte, face au puits recouvert de lierre et des premières fleurs printanières, cherchant comme d'ordinaire à s'apaiser, à dominer sa frustration dans le va-et-vient et les rires joyeux des autres. Mais, le nez en l'air, les poings serrés, les sourcils froncés pour filtrer l'éclat de la lumière qui se jouait des frondaisons, elle avait l'impression que, cette fois, une part d'elle aurait été capable, pour se venger, de raser cette terre enchantée de toutes celles qui l'habitaient. Tu as le choix, Morgane. Accepter ce que tu ne peux changer ou changer en toi ce qui t'empêche d'être accepté, sermonna une voix à hauteur de genou.
Elle baissa les yeux, les arrêta sur la petite créature qui, assise sur l'une des racines protubérantes d'un hêtre situé à quelques pas d'elle, pointait vers son minois tourmenté une corne creusée en pipe. « Mêle-toi de ce qui te regarde, Sorio !» tensa-t-elle le Korrigan en lui tournant résolument le dos. « Ah, Morgane, Morgane des brumes, grinche, grogne, chouine, voici par trois les vertus de ta comptine. Prends garde qu'elles ne finissent par provoquer ta ruine, prophétisa encore le petit homme au teint verdâtre et aux oreilles pointues, en secouant tristement la tête sous son bonnet d'écorce. Morgane battit l'air par-dessus son épaule pour lui signifier qu'elle n'avait cure de ses conseils, avant de s'enfoncer entre les bâtisses de tourbe et de brande pour remonter le sentier. Si les dernières habitations étaient disséminées de part et d'autre de cette allée sinuant entre les arbres, elles étaient toutes construites sur le même modèle. Une seule pièce circulaire au toit percé pour l'évacuation de la fumée du foyer central. Simple cercle de pierre destiné à empêcher le débordement des flammes. Chacune était nantie du strict nécessaire. Coffre à habits, matelas de paille surjonchés, peau de bête en guise de couverture, cuvette et broc de terre cuite pour la toilette, près d'un pot contenant un peigne en os. Les repas se prenaient en commun, sur la place, à proximité du puits, dans une hutte dont la longue table servait aussi à tracer les orgammes, à lire, à apprendre les langues courantes, l'arithmétique et les sciences telles que l'astrologie ou l'astronomie. De même que les exercices physiques ou les invocations, la pratique de la magie blanche s'établissait, elle, toujours en plein air, en harmonie avec les 4 éléments et les chants telluriques qui la faisaient naître. Ils étaient nombreux et puissants sur l'île, raison pour laquelle elle avait en son temps été choisie plutôt qu'une autre par Viviane. Aval et ses habitantes ne faisaient qu'un. Chaque jour, à l'exception de celui-ci, rumina Morgane, en obliquant vers une étroite sente qui s'enfonçait dans les bois entre la demeure de l'aïeul au blanc chemin et la haute pierre dressée. Elle se glissa au travers des buissons et des futaies jusqu'à atteindre la vaste cuvette naturelle dans laquelle se déversait la seule source de l'île. Là, espérant que sa fraîcheur apaiserait la colère qui la rongeait, elle se dévêtit à l'écart du chemin, s'approcha du bord rocheux, puis plongea dans l'eau vive, sous le regard ténébreux d'un merle que l'un des arbres voisins abritait. Je viens donc de vous présenter Morgane, qui vit donc dans le village d'Aval, et vous ai présenté brièvement Viviane. Alors, Morgane, reine des brumes, m'a happé parce qu'il mélange la légende et l'aventure avec une vraie évidence. On retrouve la Bretagne, la brume, les vieilles croyances, mais racontées avec un nouveau souffle. Ici, le merveilleux n'est pas un décor, c'est un protagoniste à part entière. Les Korrigan, les fées, les animaux guides, la nature qui répond. Tout cela dit une chose simple. Le monde est vivant et interagit avec les personnages. Et très vite, on comprend que la magie raconte quelque chose de plus profond que des enchantements. Dans ce roman, la magie blanche et la magie noire ne sont pas seulement des pouvoirs. Ce sont deux manières de vivre. La magie blanche, c'est le lien, l'entraide, la nature, la solidarité. La magie noire, quant à elle, c'est la peur, la domination, la manipulation. Une phrase que j'ai notée parmi tant d'autres, une pensée de Sorio le Korrigan, résume parfaitement cette tentation. Vois comme c'est facile, facile de ne penser qu'à soi, facile de changer la lumière en obscurité. Quand je lis ça aujourd'hui, je pense à ce qui monte autour de nous, les discours autoritaires, les solutions rapides, la peur qui devient un programme politique. Le roman parle de magie, oui, mais il parle aussi de nous. Il montre comment l'obscurité avance quand on laisse faire et comment la lumière demande du courage. Et au centre de tout ça, il y a Morgane. Et là, il y a quelque chose d'important à dire. Pendant des siècles, Morgane a été transformée en sorcière maléfique. Pas par les légendes celtes d'origine, mais par les réécritures chrétiennes du Moyen Âge, qui avaient besoin d'une femme dangereuse pour faire peur. Dans les textes anciens, elle est guérisseuse, magicienne, liée à la nature. Puis elle devient la tentatrice, la traîtresse, l'ennemie. Réhabiliter Morgane,
c'est simplement lui rendre ce qu'on lui a retiré, sa puissance, sa liberté, sa place. Et c'est exactement ce que fait Mireille Calmel. Elle en fait une héroïne, pas uniquement une menace. Cette réhabilitation fonctionne d'autant mieux que les personnages sont jeunes, vivants, en mouvement. Morgane, Arthur, qui est au seuil de l'âge adulte, sont en pleine transformation. Ils doutent, ils apprennent, ils se trompent, ils avancent, ils mènent leur quête initiatique, thème cher à l'heroic fantasy. J'ai toujours eu du mal avec les textes médiévaux, même ceux que j'aurais aimé aimer, ou juste pour dire que je les avais lus. Chrétien de Troyes, par exemple. Ici, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, des personnages que je comprends, qu'on peut rapprocher de ceux d'aujourd'hui, avec une quête faite de loyauté, d'amitié, d'amour, de respect, de blessures, de questionnement, d'ambivalence. On est dans la vie, quoi. Et pour comprendre pourquoi tout cela fonctionne si bien, il suffit de lire la lettre que l'autrice adresse aux lectrices à la fin du roman. Elle explique qu'elle a travaillé avec les textes fondateurs, les découvertes archéologiques de l'île d'Aval, des essais reconnus et même des analyses controversées. Pourquoi? Parce qu'une légende n'a pas de vérité historique. Elle a une vérité affective. Elle dit en substance: la vérité d'une légende, c'est ce qu'elle apporte, de la lumière, de l'espoir, du rêve. La vraie magie n'est pas dans ce qu'on veut croire, mais dans ce dont on a besoin de croire. Et là, tout s'aligne. On comprend pourquoi Morgane redevient une héroïne. On comprend pourquoi la nature parle. On comprend pourquoi la magie blanche et la magie noire résonnent autant avec notre époque. Ce roman n'essaie pas de corriger l'histoire, il essaie de réveiller ce que la légende peut encore nous dire aujourd'hui. En conclusion, Morgane, Reine des Brumes, réussit quelque chose de rare. Faire dialoguer une légende millénaire avec nos inquiétudes contemporaines. La lutte entre magie blanche et magie noire résonne étrangement avec la montée des discours autoritaires. La place donnée à Morgane rappelle combien nos récits ont longtemps effacé les femmes, et combien il est urgent de les remettre au centre. Et surtout, c'est un roman qui se lit avec un plaisir immédiat, presque enfantin, celui des grandes aventures. Comme quoi, parfois, il suffit d'un peu de brume, d'un Corrigan et d'une héroïne libre pour éclairer notre époque. J'espère vous avoir convaincu d'ouvrir ce livre et d'aller jusqu'au bout. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter. Je vous répondrai tout le temps. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures.